Vous l'avez lu, peut-être que vous le raconterez mieux que moi. C'est l'enfant essaie d'être... Je vois encore la table, je vois encore les personnages, mais maintenant ce qui a été dit, je ne me souviens plus exactement. Le père se sert. Oui. L'enfant veut être servi après le père, mais la grand-mère intervient en disant non, c'est au tour de mémé maintenant. Et après papa. Après papa, c'est mémé. Et la mère, elle-même, s'écrase et attend son tour après mémé. Et en dernier lieu, on suppose que ça sera l'enfant. Ça sera l'enfant, oui, bien sûr. Et alors là, la discussion qui a suivi sur le fait qu'il fallait avoir son bac pour réussir actuellement dans la vie, etc. Enfin, il y a tout un... cette famille était adorable. J'en avais les larmes aux yeux à l'écouter. C'était... Non, mais c'est vrai. C'est à la fois triste et réjouissant de voir comment on pourrait transformer les hommes en leur apprenant autre chose que ce qu'on leur apprend. Et en ayant un autre type de rapports sociaux. Moi, ça m'a attristé, cette famille. Il y en a aussi au même restaurant, quelques jours après. Il y avait manifestement 2 membres du CNRS qui ont passé leur repas à parler de la nouvelle loi. Des savants, alors des savants. Oui, des nouveaux règlements, etc. Et de la façon dont un tel qui n'avait plus de patron... On va passer un petit peu à autre chose. C'est une question d'auditeur. Mais je voudrais quand même dire une chose. Dans ce que je raconte, ne croyez pas qu'il y ait un mépris quelconque. Il y a une certaine tristesse, effectivement, devant un certain nombre de gens qui sont comme moi, exactement pareil, qui sont nés avec le même cerveau, qui n'ont pas eu la chance que leur métier leur apprenne comment il fonctionnait. Et qui... La pitié, c'est un sentiment très paternaliste et très... Oui, néo-chrétien et très suspect, disons, enfin très... il me déplaît. D'ailleurs, j'en parle aussi là-dedans au passage. Vous savez, je rappelle ce film qui avait enthousiasmé mon adolescence, qui s'appelait Les Verts Pâturages. Et puis, si vous parlez chrétien, c'est vrai. C'était joué par des Noirs américains et c'était vraiment extraordinaire comme film. Et ça se terminait finalement sur le mont des Oliviers avec le Christ en croix. Et alors, excusez-moi, le Christ, il était blanc ou noir? Il était blanc ou noir? Ah bah bien sûr. Tout était noir dans ce film. Et il y a le Dieu qui est lui, il a une barbe blanche, ou il est blanc, ou peut-être noir, j'en sais rien, je ne me souviens plus. Qui est dans les nuages. C'est un homme en tout cas, hein, rassurez-moi. Ah bah sûr, bien sûr. Les Noirs, à ce moment-là, endoctrinés, ils ne pouvaient pas imaginer un Dieu qui ne soit pas un homme. Ou du moins qui ait une figure d'homme. Non, mais c'est Et Dieu, à ce moment-là, qui a un visage de souffrance, parce que c'est quand même lui qui est sur le Golgotha. Et puis quand le Christ meurt, il dit « J'ai compris ce que c'est que la pitié ». C'est dramatique. Dramatique parce que cette pitié avec laquelle on nous a menés est peut-être un des sentiments les plus vils qui existent. Avoir pitié de quelqu'un, c'est se sentir supérieur à lui et dire « il est malheureux, plus malheureux que moi ». C'est qu'on n'est pas lucide envers soi-même. Parce que l'homme qui est fusillé et l'homme qui est torturé, il peut avoir pitié aussi de ses agresseurs. C'est évident. Je sens que vous allez nous placer le coup de Jésus demandant aux soldats qui le giflent « Pourquoi me frappes-tu » Oui, parce qu'il l'oblige, je trouve ça génial, parce qu'il l'oblige à faire un retour en lui-même et à sortir de son conformisme. Il le battait parce que il était sous d'Arc, etc. Enfin, c'est des gars de Ponce Pilate, là. Et lui dire, il n'a pas dit à ce moment-là, il n'a pas tendu l'autre jour. Il a dit, pourquoi me frappes-tu? Et le type s'est dit, mais pourquoi? On imagine, c'est pas dit dans le texte. Mais, et ça, je pense que c'est important de dire, de ne pas discuter avec les gens, mais de leur poser les questions qui les obligent à rentrer en eux-mêmes et se dire d'où ça me vient, ça, d'où vient cette notion que j'ai. C'est la maïotique? Peut-être, remontons à Socrate, je viens. Donc une question d'auditeur ou d'auditrice, du reste, pourquoi les femmes ne font-elles jamais le premier pas? Est-ce seulement socio-culturel? Le premier pas, je suppose qu'il s'agit oui, dans l'approche de la sexualité. De drague, oui. Oui, je pense que c'est parce que c'est vraiment socio-culturel, il n'y a pas de raison. Il y a des pays comme le Québec où les femmes font le premier pas, souvent. On ne s'en sort plus.
pourquoi pas? Moi, je vois pas de... hein, c'est vraiment... On leur a appris que ça ne se fait pas dans la bonne société. Bon, alors ils ne le font pas. Mais ils ont tellement d'autres façons de faire le premier pas, un regard, un sourire, une attitude, ça suffit. Qu'est-ce qui vous rapproche ou vous distingue de René Girard? Oula. Ce qui me distingue d'abord, c'est que je suis... Vous voulez bien nous présenter René Girard? Oh bah, je le connais peut-être pas suffisamment pour le présenter, je ne voudrais surtout pas... Non, mais en trois mots. Le présenter, je dirais que présenter ce que j'imagine, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris de René Girard, c'est autre chose. D'autres y trouveront autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est que pour lui, l'agressivité, elle résulte de la non-différence, c'est la grande idée. La non-différence, la planification des individus amène à l'agressivité. Alors, quand on prend la question comme ça semble... ça peut se défendre, il le défend très bien d'ailleurs. Mais déjà, il a des arguments qui sont souvent assez spécieux. Il dit par exemple, les jumeaux, si dans certaines civilisations tribales, on les tue, c'est parce qu'ils ne sont pas différents. Moi je dirais que les jumeaux, ça court pas les rues. Et que si on les tue, c'est que justement ils constituent quelque chose d'anachronique, d'anarchiste dans une société donnée. C'est pas normal. Bon. Pour lui, par exemple, je prends un autre exemple qu'il donne, parce qu'il donne de multiples exemples, il faut lire ses principaux livres, la violence et le sacré, etc. Le bouc émissaire. Pour un autre exemple, le carnaval pour lui est violent et agressif parce qu'il nivelle. Et je pense que dans une société, c'est là où je veux en venir d'ailleurs dans un instant, dans une société, le carnaval est une soupape, ce qu'a été d'ailleurs par exemple mai 68. C'est une soupape à une structure hiérarchique de dominance dans laquelle effectivement, sous le masque, tout le monde est pareil. Et dans ce qu'a été le carnaval, l'aristocrate se mélangeait aux bourgeois et aux prolétaires. On ne sait plus qui c'était. Et à ce moment-là, on pouvait dire n'importe quoi. On pouvait ne pas, dans cette non-différence, on pouvait au contraire ne pas être agressif. L'agressivité était très, très temporaire et superficielle. Et elle permettait de reprendre l'agressivité institutionnalisée dans les jours qui suivaient, ce qu'on voit encore à Rio ou ailleurs, et de rétablir l'agressivité qui est fondamentale, qui est celle des échelles hiérarchiques de dominance. Bien. Donc, tout ça, dans René Girard, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que... Et je ne suis pas d'accord parce que on a l'impression, je me trompe peut-être, qu'il croit que l'agressivité, elle est fondamentale. Elle est dans l'essence de l'homme. Je ne sais pas ce que c'est que l'essence. Moi, j'en prends quelquefois aux pompistes, mais l'essence de l'homme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais comment est fait un cerveau de l'homme. Et tout le monde, qu'est-ce qui vous distingue de René Girard? C'est que c'est un philosophe et que je suis biologiste. Que un cerveau, pour moi, l'agressivité d'un individu, elle est menée par un système nerveux. Et je m'étonne qu'on puisse parler de cette agressivité en lui trouvant des causes sans prendre en compte un système nerveux. Oui, mais vous êtes biologiste, donc, par rapport à un philosophe, vous êtes forcément réductionniste. Oh non, revenons pas là-dessus. Revenons pas là-dessus, au contraire. C'est ce qu'un philosophe... Non, mais je vous pique volontairement, là, je plaisante, mais c'est ce qu'un philosophe pensera de vous. Oui, non, mais moi je dirais qu'alors, je ne l'ai jamais dit. Moi-même, ce sont des arguments. Je ne dirais pas qu'il fait du philosophisme. Alors il dira que je fais du biologisme. Non, au contraire, je pense que je suis anti-réductionniste. Vous avez été amené à cette antenne à dire, quand même, rappelons-le, que s'il y avait des réductionnistes, c'était bien eux, les philosophes. Bah, bien sûr. Mais non, je ne parle pas des philosophes. Je parle de tout spécialiste d'une spécialité à un niveau d'organisation dont nous avons parlé au début, que ce soit le psychologue, le sociologue, l'économiste, le politique, le biologiste, le biochimiste, le neurophysiologiste qui se maintient à la connaissance de son niveau d'organisation est forcément un réductionniste. Il est forcément, il se trompe. C'est forcé. D'ailleurs, je crois que c'est quand même la conclusion sinon de la nouvelle grille, du moins des loges de la fuite, de la nouvelle grille, c'est que l'homme, malheureusement, est condamné pour l'instant au réductionnisme.
Non, On peut- il n'est pas condamné, justement. Non, mais pour Ah, l'in- mais oui, là, je m'élève. J'ai dit condamné pour l'instant, ce qui Même est pas pour ce qui est un l'instant. barbarisme. Pour Pas l'instant, pour il avait- l'instant. Qu'il est une discipline dans laquelle il n'est pas ses maîtres, comme on dit, je veux bien, mais qu'il ne reste pas enfermé dans cette discipline. Il peut accéder au concept de nombreuses disciplines et devenir vraiment interdisciplinaire, ce qui est à la mode. J'ai fait de l'interdisciplinarité à une époque où c'est pas bien vu du tout d'en faire. Il fallait être le spécialiste, expert, avec une chaire à faculté. Alors là, on est tranquille, hein, on savait tout sur rien, mais ça valait mieux qu'à l'époque de savoir rien sur tout. Bon, qui était le généraliste, c'est de Bernard Chou, c'est pas de moi. Mais je pense qu'on peut très bien accéder au concept de l'autre, au langage de l'autre. C'est ça qui est aussi très important. Si vous ne comprenez pas le langage de l'autre, vous ne pouvez pas pénétrer dans sa spécialité. Sans être un technicien, c'est-à-dire sans avoir l'activité motrice, manuelle du technicien. Une technique, ça demande quelquefois une vie d'homme à apprendre. C'est très compliqué. J'en ai eu une que j'ai menée au plus parfaitement possible dans mes possibilités, c'est la chirurgie. Croyez pas que pour enlever un estomac ou un utérus ou un rectum, un homme ou une femme, ça soit simple. Hein. Ça demande un travail monumental, d'années, de nombreuses années. Et cette technique, elle ne m'a pas suffi, c'est tout. Et j'ai cherché ailleurs pourquoi il y avait un ulcère de l'estomac, pourquoi ça m'a fait passer à d'autres niveaux d'organisation. Et je ne suis pas technicien. Les appareils du laboratoire, je ne sais quel est leur principe de fonctionnement, mais je ne sais pas les faire fonctionner. Et les gens qui les font fonctionner, je souhaite qu'ils ne restent pas dans le fonctionnement d'un appareillage et dans les connaissances techniques d'un niveau d'organisation. Je leur demande de sortir de leur niveau d'organisation et de devenir interdisciplinaire. Et il y a 25 ans que je travaille comme ça. Donc je me suis introduit dans les sciences humaines que par un chemin très détourné, avec une source d'information qui n'était pas celle utilisée d'habitude. Mais je reconnais, je suis très, très ignorant. Je n'ai pas de bagage ni philosophique, ni même littéraire. Les choses qui m'ont plu, et je vous parlais des poètes, bien sûr, ah, ça je les connais bien. Mais les poètes étrangers, je ne les connais pas. Et il y a quand même une poésie la poésie n'est pas seulement française. Il y a une anglaise, il y en a une allemande, quoi, vous avez l'air étonné. Mais bien sûr, il y en a une italienne, une espagnole, donc... Ce n'est qu'un air, oui. Mais non, mais je ne les connais pas non plus. Alors, fleurir son discours de quelques termes allemands, par exemple, ça fait bien chez les philosophes ou les psychiatres actuellement, si vous ne sortez pas toutes les 3 phrases. Oui, c'est un Il y a bon... Tangschauung, enfin des quelques mots allemands, ce qui C'est montre un votre bon- culture. c'est un bon Ça ne fait pas épisode. sérieux. Bon, ben, je ne peux pas le faire. Je dois dire que je ne fais pas sérieux. Je n'ai jamais essayé de faire sérieux, d'ailleurs. Je me suis amusé dans ma vie, même en écrivant Copernic. Ses démences, son besoin de croire, son appétit de puissance, sa faculté monstrueuse d'espérer. Je ne pense pas qu'on puisse dire que toute opinion devrait être neutre. Toute idée, hein. Toute idée devrait être neutre. L'objectivité, ça n'existe pas. Être objectif, c'est être neutre, si vous voulez, mais ça n'existe pas. Même le cinéma n'est pas objectif. Même le journaliste qui va... ça pas arrivé récemment. Il n'a pas rapporté ses films. Mais il nous aurait donné une vue tronquée, une vue fausse, et qui était objectif par rapport à lui, par rapport à son inconscience, ses jugements de valeur, toute son engrammation culturelle. Et il n'aurait retiré d'un ensemble horriblement complexe qu'une petite partie qu'il aurait favorisée, qu'il aurait isolée pour nous la présenter. Donc je ne pense pas qu'une pensée peut être neutre. Mais effectivement, elle n'est pas neutre parce que nous la voyons toujours à travers notre apprentissage, je répète, depuis la naissance et peut-être avant. Nous la voyons à travers nos apprentissages, tous nos automatismes, tous nos concepts engrammés dans notre cerveau, et que effectivement nous ne pouvons pas à ce moment-là avoir un regard. Il n'est pas objectif parce que ce n'est qu'une partie de la réalité, et on ne le croit pas, on ne le sait pas. Et en plus, cette partie de la réalité, cette toute petite partie de la réalité, nous la déformons par tout ce que nous avons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons. Toujours en vision,
personnel, égoïste, par rapport à notre plaisir, c'est-à-dire à la réalisation de l'idéal que nous avons de nous-mêmes, et de celui du groupe auquel nous appartenons. Donc, ce sont des fatras de mots qui s'ajoutent les uns aux autres. Et ce que j'ai essayé dans Copernic n'a pas changé grand-chose, c'est de montrer que tous ces discours logiques, toutes ces abstractions d'un sous-ensemble débouchent forcément sur l'ineptie, sur l'absurdité. Henri Laborie, toujours une question d'auditeur. Comment expliquez-vous la contagion dans un groupe et sa polarisation? Je pense que ce que veut dire cet auditeur, c'est que tout le monde dans un groupe pense de la même façon. Je pense que nous revenons sur René Girard. Il faut trouver un moment donné pour maintenir la structure du groupe. La structure du groupe, c'est toujours, ce que ne dit pas René Girard, toujours une structure hiérarchique de dominance. Toujours. Alors, pour maintenir cette structure que certains trouvent très aliénante, d'autres en profitent, il faut trouver à l'extérieur le bouc émissaire. C'est l'expression bien avant René Girard, mais qu'il utilise. Ça sera l'immigré actuellement, ça sera le Crouille, ça sera le Boche avant la guerre, l'anarchiste, le Viet, etc. Celui qui n'est pas homme, le nègre, hein, non pas le noir, mais le nègre. Et il n'a plus là, et il rend à ce moment-là chaque individu du groupe très fier d'appartenir à ce groupe, même s'il est tout à fait en bas de l'échelle, parce qu'il est différent de l'autre et qu'il se reconnaît dans l'image que ce groupe donne et auquel l'individu qu'il est appartient. Le fondement du racisme. C'est ça. Alors là, ça, typiquement, pas autre chose. Une auditrice vous demande si quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou l'agressivité, même pour être aimé, n'est pas condamné à la pathologie. Et qu'elle demande également si la normalité est-elle l'agressivité ou la non-violence. La quoi La normalité, entre guillemets, est-elle l'agressivité ou la non-violence? Mais qu'est-ce que c'est que le normal et le pathologique? Nous avons plusieurs fois... Qu'est-ce que c'est d'être normal? Dans une société comme celle-ci, la normalité, c'est d'être agressif et d'entrer en compétition pour établir sa dominance. Je rajouterais, ça dépend. Parce qu'il n'est pas bon, par exemple, même dans ce système, d'être agressif contre le système lui-même. Ah bah oui, non, bien sûr. Mais quand vous êtes conforme au système... Mais si on est compétitif, là c'est bon. Vous êtes agressif par rapport à l'autre en étant conforme aux lois du système. Mais je ne vois pas ce que c'est que la normalité ou la pas normalité. La non-violence, pour moi, est anormale. Elle est profondément anormale dans le système dans lequel nous vivons. Et je suis très fier d'être strictement anormal. Mais alors, donc, c'est le premier volet de la question, c'est quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou à l'agressivité. Même pour être aimé, est-ce qu'il n'est pas condamné à la pathologie? Enfin, la réponse est dans la question, mais... Ben, s'il y croit, il sera pathologique. S'il n'est pas aimé, qu'il veut être aimé, et qu'il croit qu'il est indispensable, qu'il ne voit pas pourquoi il a besoin d'être aimé, s'il sait pourquoi il a besoin d'être aimé, il utilisera son imagination pour essayer d'être quand même aimé. Mais s'il y croit, s'il ne sait pas, et s'il utilise les arguments, les concepts et les techniques de la société dans laquelle il vit pour se faire aimer, je pense que là, il risque de tomber malade, effectivement. Il y a une certaine distance à prendre avec tout ce qui est les valeurs, comme on dit, ces valeurs qui font les hommes. Vous ne parlez pas du cul, là? Non, non, je parle, non, les valeurs, oui, ça en fait partie, mais enfin, bon. Non, c'est pas ça, c'est tout ce qui fait que, dans une société donnée, un homme ne sait plus pourquoi ceci est beau, pourquoi ceci est laid, pourquoi ceci est bien, ceci est mal. On lui a dit que ça c'était beau, ça c'était laid, ça c'est bien, ça c'est mal. Et pour se valoriser, pour appartenir à ce groupe, à cette société, il se conformise. Alors, dans cette conformité, s'il n'arrive pas à céder à la dominance, il risque effectivement, c'est-à-dire à être aimé, il risque évidemment de tomber malade. Mais il
Il suffit qu'il prenne conscience de ça, qu'il sache pourquoi c'est ça, qu'il ait un doute, l'exercice du doute. C'est une profession de foi? Ah oui, oui. J'ai écrit, quand j'étais très jeune, un poème sur les convaincus. On peut l'entendre. Non, alors je sais Vous pas l'avez par plus cœur. en Non, mémoire. mes œuvres immortelles, je ne les connais pas par cœur. Je connais celles des autres. Les miennes, très peu, même pas. Alors donc sur le doute, j'aimerais bien vous voir développer ça. Le développer, il n'y a rien à développer, c'est évident. Enfin, c'est à partir du moment où on doute, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Ça veut dire que quand on agit, on sait qu'on n'agit pas ni pour le bien, ni pour le mal, mais pour soi. Et à ce moment-là, on doute, parce que soi, c'est pas l'humanité entière, c'est pas 4,5 milliards d'individus. Donc on ne va jamais jusqu'au bout de l'acte, à moins que les autres vous permettent d'y aller. J'ai été jusqu'au bout de ce que j'ai pu faire en biologie, si vous voulez. Mais en m'arrangeant pour que ne pas dépendre des autres. Et on peut le faire sur n'importe quel domaine de la vie quotidienne. Et si vous ne doutez pas de vous-même et des autres, de vos idées, de vos valeurs, si vous ne les remettez pas continuellement en question, et si vous n'essayez pas de trouver je ne sais pas si c'est la meilleure des raisons, je veux dire, si vous n'essayez pas de trouver une technique vous permettant de dire que l'acte que vous êtes en train de réaliser n'est pas valable seulement pour vous, mais pour l'espèce entière, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, méfiez-vous. Si elle est valable pour un groupe restreint, la famille, votre groupe professionnel, votre groupe confessionnel, si elle n'est valable que pour ce sous-groupe-là, c'est vraiment a priori une erreur. Et un acte malhonnête. Malhonnête dans ce que j'appelle l'honnête homme, qui était un homme qui doutait. C'était Montaigne, c'est Diderot, etc. Bon. Le doute, à mon avis, aboutit à la tolérance et évite l'intolérance. Si vous faites un acte, vous commettez un acte seulement pour votre famille, mais si vous pensez par exemple, famille de pensée, mais si vous croyez que votre famille de pensée est porteuse d'un bien pour l'humanité tout entière, que pensez-vous du doute? Alors là, de penser qu'une famille de pensée est bonne pour l'humanité tout entière, il faudrait que l'humanité vous dise si c'est vrai. Ça dépend de la pensée, oui, c'est vrai. Alors, et puis vous ne prenez pas la vie de c'est pas démocratique, c'est même pas anarchiste. Vous ne prenez pas la vie de l'humanité pour savoir si votre pensée est celle du groupe de pensée auquel vous appartenez. Si je suis convaincu qu'il faut dans un premier temps se débarrasser des structures autoritaires qui nous régissent, non seulement ici mais ailleurs. Mais oui, mais je crois qu'il ne faut surtout pas rester dans un niveau d'organisation. Je serais revenu plusieurs fois là-dessus, parce que à mon avis c'est fondamental. Si vous restez dans le discours logique, j'ai essayé là-dedans. Je me souviens je trouve ça drôle pour ça. Mais on nous dit par exemple, ce sont les meilleurs qui meurent à la guerre. Alors qu'est-ce que nous sommes? Tous des rescapés de la guerre. On est des fins de race, des pauvres bouts, des rien du tout. Si les meilleurs sont tombés à la guerre depuis le temps que ça dure, vous vous rendez compte qu'est-ce qui est resté? La lie, vraiment. Alors, voilà le genre de raisonnement qui me... Pourquoi nous dit-on ça? Parce que ça maintient une structure hiérarchique étatique de dominance. Bon. Et qu'il faut bien qu'il y en ait qui aillent à la guerre, parce qu'il y en a d'autres qui n'y vont pas. Bon, alors, j'y étais, j'en sais quelque chose. Alors, et c'est tous ces discours logiques qui me semblent très, très pervers. Finalement très pervers. Ils mènent l'humanité à sa perte. Mais qu'ils soient de droite, de gauche, et même de rien du tout, comme vous croyez l'être. Anarchiste. Vous me permettez, anarchiste mon cul. Hein, c'est pas de l'anarchie, votre anarchie est bien structurée. Et l'anarchie, en plus, elle est structurée, mais à partir d'un désordre, bien sûr. Vous admettez le désordre du départ. Mais vous voulez ensuite restructurer ce désordre suivant votre ordre à vous. Mais l'anarchie, c'est l'ordre de 4,5 milliards d'individus. Alors, bon, c'est très utopique, mais soyons utopiques ou ne soyons rien. C'est pas la peine. Ou on reste dedans,
Nous, on essaie de comprendre. Et je le répète en plus, c'est peut-être parce que c'est mon cheval de bataille. Tant que vous ne savez pas comment vous pensez, comment vous souffrez, comment vous agissez, comment vous êtes heureux, comment vous êtes gai, comment vous êtes triste, comment vous êtes agressif, tant que vous ne savez pas comment ça s'est combiné dans votre crâne, je pense que vous ne faites que des discours logiques, vous faites blablabla, puis voilà. Alors ce sera de droite, de gauche, du milieu, de tout ce que vous voudrez, mais... Alors vous êtes tombé, peut-être, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, vous êtes tombé. Le mouvement anarchiste, non pas celui avec le couteau entre les dents, moi je parle le mouvement anarchiste non violent qui essaie de trouver et de comprendre. Vous êtes tombé sur une forme de pensée qui refusait un certain nombre de choses que l'on considère comme l'essence de l'homme, dont je parlais tout à l'heure. Des règles morales, religieuses, étatiques, surtout étatiques d'ailleurs. Et vous les avez remises en question, bravo. Mais à partir de là, ne retombez pas dans un langage, et ne croyez pas que votre langage c'est le meilleur pour l'humanité tout entière. Et je vous dis, vous n'avez pas demandé son avis à l'humanité. Rien ne prouve que votre langage soit adaptable et conforme, celui que vous maintenez actuellement, soit conforme à ce que pense un gars du Sahel en train de crever de faim, etc. Enfin, ou un homme du Pacifique Sud ou une femme du Pacifique Sud qui a tout pour être heureux. Oui, il faudrait faire une assemblée générale avec ces gens-là, d'ailleurs, pour demander leur avis. Et alors c'est là où je pense que peut-être la technologie aura son mot à dire, c'est pas demain la veille, mais je pense que la communication, lorsqu'elle sera suffisamment rapide et diversifiée, j'ai dû le dire, je pense déjà, je ne me suis plus ce que j'ai dit, mais j'ai eu l'occasion au Québec, m'a fait l'honneur d'être le premier à utiliser un satellite de communication. Bien, c'est ça. Le jour où on n'en passera plus par les journaux, par les mass médias, auxquels je suis convié ce soir, avec derrière ces moyens de communication, un pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous le savez bien d'ailleurs, qui est un petit pouvoir, mais c'est un pouvoir quand même. Lorsqu'on atteindra la possibilité de communiquer entre hommes, mais d'une façon très générale, sans appartenir à un groupe social, professionnel, étatique, tout ce que vous voudrez, lorsque les gens pourront parler entre eux, et c'est peut-être pas tellement lointain, lorsqu'on viendra non pas à des groupes, mais à des individus, et que ces individus pourront s'exprimer, et n'exprimer autre chose que leur inconscient, sachant que ce qu'ils expriment, ce sera toujours leur inconscient, mais qui s'en méfieront, ils exprimeront avec un doute sur ce qu'ils expriment, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'autre. Qui sait construire ces moyens? Qui les possède? Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, ce sont des pouvoirs. Mais alors là, vous m'avez reproché l'autre jour d'être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on ne peut pas passer, si vous voulez. Ça a l'air d'être une fuite, là encore. Je ne pense qu'on ne peut pas passer des premières structures vivantes dans l'océan primitif qui se sont réunies pour faire des êtres pluricellulaires, puis qui ensuite ont évolué jusqu'à l'homme. Ça a demandé quelques 3 milliards d'années, 3 milliards 500 millions d'années. Je pense qu'on ne peut pas aller de ces êtres primitifs, ces cellules originelles, à l'homme, comme ça, en une étape. On ne peut y aller que progressivement. Et le grand chambardement, ça ne donnera pas quelque chose de nouveau si les hommes qui ont fait le chambardement sont les mêmes. Il faut que les hommes changent. Il faut qu'ils apprennent autre chose que la physique, les mathématiques et l'informatique, que l'histoire et la géographie, que tout ce qu'on apprend à l'école. Il faut qu'ils apprennent autre chose que ça. Vous n'aimez pas les étiquettes, c'est seulement une définition du réformisme que vous venez de nous donner. Je l'ai fait sciemment. Vous ne croyez pas Je l'ai fait sciemment. Vous ne croyez pas du tout en la simultanéité d'une révolution des structures et des mentalités? C'est impossible. Écoutez, ce que vous dites là, l'expérience en a été faite. On a changé les structures dans des pays comme les pays de l'Est. On a supprimé la propriété privée, les moyens de production et l'échange. J'y vais souvent. Et c'est une réalité.
Hein, les salaires sont très égalisés, même ce qui est l'équivalent d'un grand patron en France, il habite un HLM, mais bon, quand il fait partie de l'Académie des sciences, il a sa dacha. Mais en réalité, on n'a pas changé. On retrouve exactement le même système de dominance. Mais c'est le bureaucrate et le technocrate, c'est plus le bourgeois. Bon, alors... Nous ne cessons de répéter cela sur cette antenne depuis 3 ans. Évident. Mais fondamentalement, est-ce que les structures ont changé? Est-ce que le verticalisme a disparu? Non. Où? Bah là-bas, chez eux. Non, absolument pas, au contraire. Nous sommes... Une hiérarchie encore plus... Hein, et les décorations en bandoulière, là... Bon, nous sommes donc d'accord. Bon, bah, bien sûr. Donc il ne suffit pas de changer les structures sociales pour changer les mentalités. Mais elles n'ont pas changé, alors essayons de les changer, ces structures. Mais quand on les a changées... Mais elles n'ont pas changé. Le verticalisme a demeuré en Union soviétique. Les formes se sont modifiées, certes. Mais dans une société qui veut produire et dont la finalité est simplement la production de biens marchands, qu'on échange entre individus, entre groupes sociaux, entre États, entre blocs d'États, et qui permet d'établir les dominances, comment voulez-vous changer la structure sociale? Et vous me dites ça à moi qui n'en veux pas d'État. Mais, ah oui, bien sûr, moi non plus. Et bien sûr, non mais, c'est très joli de dire, est-ce qu'une révolution va faire disparaître les États? Non. Regardez, des millions d'Américains votent pour Reagan. Je pense Attendez. Non, mais il faut moduler. Un Américain sur 2 vote. C'est tout. Et de tout temps. C'est déjà mieux qu'en URSS. 50%. Et c'est déjà mieux qu'en URSS. En URSS, qui vote à part les vieux crabes du parti? Bon, alors. Vous voyez, donc, je crois que c'est pas simplement... C'est pas une volonté des gens. Renverser des structures sociales, hiérarchiques de dominance, c'est pas pour ça qu'on va trouver autre chose. On trouvera une autre hiérarchique de dominance. Il faut préparer le coup bien sagement et avec des moyens qui ne sont plus langagiers, pas simplement avec des idées. Il faut le préparer avec des choses qu'on peut, comme nous le faisons au laboratoire. Moi, souvent, écoutez, je ne sais pas si je l'ai dit non plus, parce que je ne me souviens pas, moi, d'une fois à l'autre. J'ai vu à la télévision, il y a quelques années, un monsieur qui était interrogé, qui cassait du sucre sur le dos, un chef de parti, avec sur un autre parti, un autre chef de parti. Et l'animateur qui lui faisait partie d'un troisième parti, c'est-à-dire celui qui était au pouvoir forcément, puisqu'il était à la télévision, lui dit enfin, monsieur X, vous n'êtes pas gentil pour votre camarade Y et son parti. Dit, mais monsieur, a-t-il répondu, mais sans rire, mais outré, mais monsieur, je pars de faits objectifs. Mon analyse, parce que c'est toujours une analyse, est logique, comment voulez-vous que je me trompe? Bon bah, quand on entend des absurdités comme celle-là, vous comprenez, on ferait bien d'envoyer ces gens-là dans un laboratoire de temps en temps. Ils verraient que nous aussi, on part de faits objectifs. Et encore, quand on part de faits objectifs, c'est des faits qui ont été trouvés dans le monde entier. Quand on fait le même protocole, on arrive au même résultat dans 99% des cas. Bien. Ou au moins 95. Mais, à partir de ces faits qu'on associe d'une façon différente, l'analyse logique, on appelle ça une hypothèse de travail, nous. Mais on ne croit pas que ça va déboucher sur la réalité. On passe à la table d'expérimentation, et à ce moment-là, on s'aperçoit que 9 cas sur 10, la plus belle hypothèse, la plus belle analyse logique à partir de faits objectifs se casse la gueule. Ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est qu'en tant qu'on se maintient dans ce système de pensée que... À vous entendre, il n'y a que l'utopie dans laquelle on peut croire. Mais c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Vous parlez de quoi? De Brassens? Il a, toute sa vie a été obnubilé par la mort. Et toutes ses chansons tournent autour de la mort. L'intrusion des autres, c'est la mort du couple, au moins? C'est-à-dire que si les autres participaient, moi je vois pas d'inconvénient. Il faudrait de la place. Oui, mais en général, ils aiment pas ça parce que ils sont séparés par une cloison et qu'il n'en faut pas autant. Alors, ça leur donne des idées, ils ne peuvent pas, ils sont inhibés dans leur action. Et s'ils deviennent agressifs contre le mur et contre les voisins qui sont de l'autre côté du mur, c'est parce qu'ils sont encore une inhibition de l'action. C'est encore une démonstration de ce que je disais les premiers jours. Que vous semble le couple? À brûle-pourpoint, le couple, c'est une bonne chose? On va pas parler d'homo ou d'hétérosexualité, on s'en fout, mais le couple. Bon. Si nous étions androgynes, dites-moi. Nous sommes tous androgynes, on essaie de nous l'expliquer, que nous sommes tous mâles et femelles, mais enfin, moi, malheureusement, je me sens plutôt mal. Et si nous étions androgynes, je pense que l'escargot ne se pose pas de problème de couple. Ou le ténia, c'est formidable, un ténia. C'est chaque anneau va féconder l'anneau suivant.
ils ont trouvé la solution. Il n'y a pas besoin de bordel dans On le le, truc. on le hein, coupe, c'est- on le coupe en 10, ça fait Hein 10 ténia. Ouais. Et je pense que tant qu'il y a une différenciation des sexes, il y a recherche d'un couple hétérosexuel. Mais vous me dites, et homosexuel aussi, dans le sens que, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le besoin de ne plus être seul dans sa peau fait qu'on cherche l'autre et qu'on se trouve toujours, on Oui, ne trouve mais- que soi. Pourquoi ne vit-on généralement pas à deux, mais à deux copains ou deux copines ensemble? Pourquoi elle se fait en fonction de la sexualité? Robinson Crusoe, il n'a trouvé que vendredi, Oui, figurez-vous. pourquoi n'a-t-on pas dissocié la sexualité de la convivialité? Enfin, le couple, c'est pas seulement la sexualité. Arrêtez, Henri Laborie. Ne me dites Je pas n'ai ça. jamais dit ça. Bon, Ah, alors, c'est pas seulement la sexualité, c'est le plaisir, enfin, ou le déplaisir, de vivre ensemble, de ne pas vivre seul, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec un copain ou une copine? Pourquoi ça se fait en couple, ce qu'on appelle le couple? Bah, parce que de temps en temps, quand on n'a plus rien à faire, la sexualité revient sur le tapis, si vous voulez. Quoi. Mais enfin, on peut effectivement meubler le temps avec autre chose que la sexualité. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais on pourrait aller chercher la sexualité ailleurs que chez soi, Par exemple. ailleurs oui. que dans le couple. Oui. Oui. Pourquoi pas non plus. Ça, je pense que la notion de couple, vous savez, elle est relativement récente dans l'histoire humaine. Enfin, elle est née à partir du moment où les hommes se sont fixés au sol et où il y a la notion de propriété et de défense de cette propriété est née, qu'il ne fallait pas laisser un bâtard s'introduire dans cette propriété. Et le couple est né À cause de l'héritage. à cause de l'héritage, bien sûr, et de la transmission justement des biens, de la propriété. C'est une hypothèse valable. Hein. Mais je vois quand même, je les cite c'est peut-être trop souvent d'ailleurs, mais enfin, il y a des pays où le couple est inconnu, on ne connaît pas le père d'une part, on sait bien la femme qui accouche, mais le père on ne le connaît pas, et la femme en change, et on ne sait pas si l'enfant est né d'un père ou d'un autre. Alors, je crois que c'est une idée, la notion de couple est une idée qui pourrait être, elle ne l'est pas. Bon, on vit en couple, mais elle pourrait être transformée par une vie tribale qui amènerait non plus une vie de couple, mais d'un groupe humain. Et je pense que c'est encore des idées tout faites. Ça ne veut pas dire que le couple n'existe pas. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses, qu'il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être à essayer de comprendre comment il s'est organisé, comment il s'est constitué au cours des siècles, et ne pas le dire que le couple c'est l'essence de l'homme encore. Enfin, que, vous voyez, c'est cette approche un peu dubitative du doute de la réalité d'un comportement en se disant bah oui, c'est celui que nous adoptons en général, mais pourquoi, comment c'est venu, est-ce que ça fait partie des choses indispensables? Et je crois pas. On pourrait faire l'amour en liberté, si j'ose dire, enfin, si je vous comprends bien, Ailleurs que chez soi. avoir un lien préférentiel avec un autre être, d'accord, je comprends très bien. Mais c'est rare quand même. C'est très rare, parce que tout de même, on a fait un certain nombre d'expériences dans la vie. Alors il y en a une ou deux qui comptent. Alors, à partir du moment où, à la fois, ce couple dont vous parlez est cohérent avec des facettes multiples dont la sexualité fait partie, bah, effectivement, on tente de le conserver. Mais c'est pas indispensable. Et puis, il y a toute la mémoire, il y a tout ce que nous avons vécu avant. Vous ne faites pas un couple à 2 ans. Hein, quelquefois, vous le faites très tôt. C'est vrai. Avec maman. Hein? Avec maman. Même par avec exemple. maman, c'est sûr. C'est l'objet gratifiant. C'est ce qui vous fait plaisir. Que pensez-vous globalement de la psychanalyse? Là, vous m'entraînez dans un domaine qui... Il y a un psychanalyste qui... Parce que vous n'avez jamais autant cité Freud que dans Copernic.
C'est possible. Faut dire que c'est le livre dans lequel vous parlez le plus de caca aussi. Oui. Non, il y a un psychanalyste qui a fait longtemps partie, pendant près de 14 ans, de notre groupe, qui nous a beaucoup appris, mais qui, justement, avait cette caractéristique, c'est que, étant psychanalyste, et psychanalysé par Lacan en plus, il y a même eu, apparaît-il, je ne l'ai pas vu, mais il y a un article sur lui récemment dans l'Express, je crois, c'est Nuillard. Il est sorti de sa psychanalyse et je ne dis pas que c'est un grand biochimiste, un grand neurophysiologiste, mais il a passé 4 ans avec nous à travailler, à lire et à se documenter sur d'autres domaines que l'analyse. Ce que je reprocherais à l'analyse, c'est pratiquement rien. Mais ce que je reprocherais aux analystes, c'est d'être des réductionnistes. C'est de ne plus voir que leur sujet préférentiel, la chose qui les gratifie, dans un langage qu'ils voudraient ésotérique et qui est en général très compréhensible quand on a décodé, quand on connaît la grammaire et la syntaxe, et qui leur donne un pouvoir. Ils ont l'impression que ça, et puis que les autres, c'est vraiment des pauvres gars. Alors, c'est ça qui me déplaît chez les analystes, mais pas à la psychanalyse, ça me déplaît pas à la psychanalyse. Freud lui-même a dit que, mon Dieu, ce qu'il disait était sans doute vrai, et que ça serait la biologie qui un jour en apporterait les références fondamentales. Alors, je pense qu'on peut être biochimiste, biologiste, neurophysiologiste, avoir des connaissances, ne pas pratiquer, c'est la pratique dont je parlais tout à l'heure, mais manipuler des concepts psychanalytiques. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus, qui est écrit par un psychanalyste belge qui, après 20 ans ou 25 ans de pratique, a écrit Les illusions de la psychanalyse, qui est sorti l'année dernière. On n'a pas fait beaucoup de bruit autour, et qui démontre toute la psychanalyse avec les références bibliographiques nombreuses, sûres, sérieuses, et il ne démontre pas tellement l'illusion de la psychanalyse, mais l'illusion des psychanalystes. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes leur analyse, ce qui n'est pas très bien porté non plus. L'auto-analyse, il n'y a que Freud qui en autorise d'avoir fait.